Journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Son nom, c'est Christian Page. On l'appelle l'enquêteur du paranormal. Ça fait pas de lui quelqu'un d'anormal. Pour autant, il est au bout du fil. Salut! Non, il paraît que je parais normal. Bon, OK. C'est pas la première fois que t'as fait celle-là? Ouais, salut vous autres. Ça va bien? Oui. Et MJ, ça va? Moi, j'avais hâte. Bon, La chronique. Comment ça, il t'a charmé déjà? Ben oui, à chaque fois, j'ai déjà été là une couple de fois, puis à chaque fois, j'en apprends beaucoup. Bon. C'est plate, par exemple. J'aurais préféré que tu me dises que c'était à cause de ma voix sensuelle, mais c'est correct. Ça, c'est le deuxième point. Bon, je suis content que tu sois avec nous autres, Christian. Puis je me suis encore fait poser des questions en début de semaine, à savoir si... C'est drôle, hein? Les gens m'écrivent, moi, pour me poser des questions sur toi, à savoir si tu allais revenir à tes chroniques à Montréal. Ben oui, tes chroniques ne sont pas annulées, là. Oui, c'est vrai que je comprends que les gens soient très inquiets de ça parce que la chronique Mythes et complots sur le 98.5 FM à Montréal, dans le cadre de l'émission de Benoît Dutrisac l'après-midi, était l'une des chroniques les plus écoutées et les plus réécoutées. Là, on parle de podcast. Et là, ben évidemment, les gens sont un peu inquiets parce qu'on connaît les circonstances du départ de Benoît Dutrisac. Bon, je rassure les auditeurs, ma chronique va revenir. Elle restera les mercredis, toute la période de l'été, tout ça. Et l'automne prochain, lors du retour de l'émission d'après-midi, ma chronique sera à nouveau à l'horaire de cette chronique-là. Fait que de l'émission. Donc, il n'y a pas de problème. La chronique Mythes et complots revient. Et elle est là et elle va rester. Donc, le message est fait. OK. Hey, Christian. Oui. Tu veux me parler du fameux signal wow? Oui. D'ailleurs, c'est un petit extrait audio. Je vais mettre les gens dans un peu le bain, un peu pour savoir de quoi on parle, et ensuite on va le faire entendre. Donc, ce signal wow. On parle de W-O-W avec un point d'exclamation. Ce signal wow, pour expliquer un peu aux auditeurs de quoi il s'agit, on le sait donc depuis une trentaine d'années maintenant, 40 ans, je dirais plutôt, on cherche des signaux radio d'origine extraterrestre. Ce programme s'appelle le projet SETI, qui veut dire le Search for Extraterrestrial Intelligence. Les gens ont pu avoir un aperçu un peu de ce travail en regardant le film Contact avec Jodie Foster. Donc, ce sont des antennes comme ça. C'est un programme qui est en majeure partie, devrais-je dire, financé par la NASA. Et on tourne comme ça des radiotélescopes vers l'espace dans l'espoir de capter un signal radio qui pourrait, par sa signature, être celui d'une civilisation extraterrestre. Parce que nous, c'est un peu ce que l'on fait. Depuis à peu près un siècle maintenant, on a développé des communications par ondes électromagnétiques. Ces ondes voyagent à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Ouais. Et elles sont comme ça lancées, bien sûr, elles sont lancées dans l'air pour que tu puisses les capter, toi et les gens qui nous écoutent, à la radio ou à la télévision. Mais en même temps, ces ondes vont éventuellement, si elles passent par satellite et autres, ces ondes se retrouvent dans l'espace et elles voyagent à la vitesse de 300 000 km/s. Donc, c'est un signal radio un peu de ce type-là. Dès au moment où on se parle, tu sais que dans les 3 ou 4 prochaines étoiles autour de nous, ils sont en train d'écouter peut-être nos vieux épisodes d'Hawaii 5.0. C'est bon. C'est un peu ça qu'on espère capter l'un de ces signaux. Et donc, ce programme SETI avait commencé au tout début, ça s'appelait le projet OSMA. C'était né dans les années 60, ça a changé de vocation, on a amélioré les systèmes, mais les systèmes, tu comprends, les systèmes des années 60 ou 70 n'ont plus rien à voir avec les systèmes qui sont utilisés aujourd'hui. Et voilà qu'on arrive, on est le 15 août 1977. À ce moment-là, on a un radiotélescope très important, le Big Ear, la grande oreille de l'Université de l'Ohio, qui est tourné vers l'espace, et on écoute. Donc, un peu comme à l'image des gens qu'on a vus dans le film Contact avec Jodie Foster. Les gens sont là devant le moniteur et ils attendent, ils écoutent. Et puis voilà que ce soir-là, vers 23h15, pendant 72 secondes, le technicien qui était en place, un certain Jerry Hyman, a capté un signal très étrange dont la signature ne correspondait pas à toutes les informations que l'on avait de phénomènes naturels. Alors, on va écouter, je le ferai pas entendre pendant 72 secondes, parce que le signal est un peu cyclique, mais voilà à peu près ce que Jerry Hyman a entendu ce soir-là.
Extrêmement impressionnant. Donc, tu entends ce bip, bip, bip qui revient de manière cyclique. Ça, on s'est dit, il n'y a rien qui fait ça. Et Hyman, à cette époque, les informations étaient transmises à un ordinateur et un imprimante. Et c'était les imprimantes, tu te rappelles, les imprimantes à matrice. Je sais pas si même tu as connu ça. J'ai pas connu ça. L'imprimante, c'est un ruban, rac. Donc, et là, on avait comme une feuille qui sortait, un imprimé. Et Hyman, en regardant l'imprimé, il voit la signature du signal et il écrit dans la marge W-O-W avec un point d'exclamation, wow, et le signal est devenu donc le signal wow. OK, mais les imprimantes dont tu nous parles, là, c'est vraiment les imprimantes qui avaient comme un crayon au bout, là, puis ils faisaient des montées puis des descentes, c'est comme des petits pics, là? Ouais, un peu comme ça. OK, je comprends. Et là, voilà que ce signal est resté à ce jour, là, on est en 2017, il est demeuré à ce jour le signal le plus important qui laissait présager un signal extraterrestre. Ce signal provenait de la constellation du Sagittaire. On a retourné éventuellement les radiotélescopes dans ce secteur-là en espérant capter à nouveau le signal et ça ne s'est jamais reproduit. Alors, on n'avait que ce signal et on continuait de l'évoquer régulièrement dans des colloques, des congrès sur cette idée de rechercher des signaux radio extraterrestres. On revenait continuellement avec ce signal wow. Et voilà que là, maintenant, la balloune se dégonfle peut-être. Parce qu'il y a 2 ans, il y a un scientifique de l'Université de Saint-Pétersbourg, un dénommé Antonio Paris, qui lui a remarqué qu'au moment où Jerry Hyman a capté son fameux signal, 2 comètes qu'on ne connaissait pas l'existence à cette époque-là, donc 2 comètes qui n'ont été découvertes que dans les années 2000, se sont croisées à peu près dans l'orientation de la constellation du Sagittaire, et cette superposition des signaux transmis par les comètes, parce que tous les corps astraux émettent des signaux, mais la combinaison de ces 2 signaux tombait exactement à 14,25 MHz, exactement le niveau de signal capté par Jerry Hyman. Donc, on a fait de nouvelles recherches, on a fait de nouvelles comparaisons, de nouveaux calculs, et malheureusement, il semble de plus en plus certain maintenant que le signal capté par Jerry Hyman n'était qu'une confusion avec la superposition de 2 signaux radio transmis par 2 comètes qui se superposaient dans le champ d'écoute du radiotélescope de ce soir-là. Donc, finalement, ça n'aurait rien d'extraterrestre. Ça n'a rien à voir avec les extraterrestres. La déception. Retour à la case départ, on n'a toujours pas capté un signal radio certain d'origine extraterrestre. C'est pas la première fois. Le signal WOW était le meilleur. Ouais. Depuis, on en a capté d'autres petits signaux bizarres, entre guillemets, disons ça, bizarres, mais jamais suffisamment éloquents pour dire ce signal prouve hors de tout doute qu'il est d'origine extraterrestre. Ça, on n'a pas capté ça encore. Et Midji, est-ce que tu as déjà été à San Francisco? Non. Parce que tu voyages beaucoup, j'ai vu ça sur ton Instagram, là. Un peu partout dans le monde, mais c'est surtout des endroits où tu peux faire pas mal de plages. Oui, mais non, je suis jamais allée à San Francisco. San Francisco est une des plus belles villes au monde. Quand tu regardes la baie puis les voiliers à perte de vue, les beaux ponts aussi qui ont été bâtis, c'est magnifique. Mais il y a quelque chose de spécial aussi à San Francisco, puis ça, si tu y vas, faut absolument que tu ailles faire un tour, c'est Alcatraz. Est-ce que tu as déjà été faire un tour, toi, Christian, à Alcatraz? À 3 ou 4 reprises même à Alcatraz. J'ai même tourné un documentaire à Alcatraz. Les fois où tu es rentré dans une cellule, là, est-ce que tu as pensé aux prisonniers qui étaient là, qui ont été là pendant des années et des années? Bien sûr. Et quand tu abordes... Parce que c'est bien que tu fasses un peu cette référence sur l'aspect touristique, ouais. Parce que les Américains exploitent, bien sûr, le pénitencier est abandonné depuis les années 60. Ouais. Il a été revendiqué à un moment donné par des groupes autochtones. Et puis ensuite, il est redevenu une attraction touristique. Et quand on visite le pénitencier d'Alcatraz, bien sûr, les gens y vont, ils arrivent en bateau, il y a des gardes qui sont là, qui nous accueillent sur le quai. Et là, on nous dit bienvenue, mesdames et messieurs, à Alcatraz. Puis on nous fait revivre un peu le climat d'Alcatraz. Ouais. Donc, ce fameux pénitencier, il est passé dans la culture populaire. On le disait... impossible à s'évader. Ouais. On racontait qu'il y avait et même si tu réussissais à échapper à la surveillance des gardiens et passer le pénitencier lui-même, tu devais affronter la baie de San Francisco, une eau glaciale. On disait qu'il y avait des requins, ce qui est faux, mais c'était bon pour décourager les prisonniers. Et évidemment, des courants très, très forts. Et à ce jour, personne n'avait réussi
à une évasion, jusqu'en 1962, disons, personne n'avait réussi une évasion complète. Des gens ont réussi à s'échapper du pénitencier. Il y a même un prisonnier qui a réussi à traverser la baie de San Francisco à la nage. Mais quand il est arrivé sur la plage, de l'autre côté, il était si épuisé qu'il s'est écroulé et les policiers n'ont eu qu'à le cueillir. Donc, tu vois un peu le contexte. Et tout ça nous amène, parce que il y a 2 jours, marquait le 50e anniversaire de cette fameuse nuit du 11 juin 1962, l'évasion d'Alcatraz. Peut-être la seule évasion réussie. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir qui se rappellent ce fameux film avec Clint Eastwood, L'évadé d'Alcatraz, dans lequel Clint Eastwood incarne un prisonnier. En fait, c'est basé sur l'histoire vraie de cette évasion. Clint Eastwood incarne le rôle de Frank Morris, parce que ce soir-là, du 11 juin 1962, 3 forçats vont réussir à ce que d'aucuns croyaient impossible, s'échapper du pénitencier et réussir peut-être l'évasion. C'était les frères John et Clarence England et Frank Morris. Frank Morris était le cerveau de l'affaire. C'était un bonhomme qui avait un quotient intellectuel d'à peu près 150, donc c'était pratiquement un génie. Einstein. Oui, mais contrairement au personnage de Clint Eastwood qui nous a rendu Frank Morris sympathique, le véritable ne l'était pas autant. C'était un criminel endurci. Il était en prison pour plusieurs vols à main armée avec violence. C'est un individu brutal, pas sympathique, mais un génie quand même. Et c'est Frank Morris qui a décidé, en fait, qui a mis au point ce plan d'évasion. On a volé, par exemple, des cuillères à la cafétéria et avec des manches de cuillères, Morris avait remarqué que l'air salin de la baie de San Francisco avait rendu le plâtre et le ciment de leurs cellules friables. Donc, ils ont été en mesure de déloger la grille qui se trouvait dans le fond de la cellule, passer par il y avait entre 2 cloisons, donc on avait un mur de service, un passage de service, remonter par ce passage de service jusque sur le plafond, jusqu'au toit du pénitencier, sortir, et éventuellement, les hommes ont disparu dans l'obscurité. On sait qu'ils s'étaient fabriqué des sortes de radeaux avec des imperméables volés également au pénitencier qu'ils avaient collés avec la colle artisanale, et avec ça, ils se sont lancés dans la baie et on les a jamais revus. On les a jamais retrouvés. Jamais retrouvés. Quelques semaines après, on a trouvé un homme flottant dans la baie avec un vêtement bleu, un peu comme celui que portaient les prisonniers. Ouais. On s'est posé la question, était-ce l'un des évadés? Malheureusement, le corps n'a jamais été identifié. Donc, on a une incertitude, mais disons que le bureau de la justice, le département de la justice aux États-Unis a considéré éventuellement, comme on n'a pas réentendu parler des prisonniers, ils ne sont pas réapparus nulle part. Et c'est quand même assez surprenant parce que Frank Morris, et c'est là qu'est un petit peu l'affaire mystérieuse, c'est que Frank Morris est un individu énormément narcissique. Et il est peu vraisemblable, tous les gens qui l'ont côtoyé ont tous dit, si Frank Morris avait réellement réussi à s'évader, il n'aurait pas pu résister à l'envie de se prendre en photo, envoyer ça aux autorités en disant, voilà, je me bidonne, je vous ai ri au nez à la barbe, voilà. Et ça ne s'est jamais produit. Alors ça ne cadre pas avec la personnalité de Frank Morris. Quoi qu'il en soit, à partir de là, les autorités, après plusieurs mois de recherche, ont conclu que les 3 prisonniers s'étaient probablement noyés dans la baie de San Francisco. Donc, évidemment, ils ont capitalisé là-dessus en disant, voilà, encore une fois, une évasion qui a tourné court. Mais en réalité, on ne sait pas si elle a tourné court. Mais quoi qu'il en soit, ça a scellé le sort du pénitencier. Peu de temps après, le pénitencier qui coûtait une fortune à entretenir a été fermé parce qu'on ne jugeait plus utile le maintien de cette prison-là, puisqu'on avait quand même réussi à s'évader. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que 55 ans se sont écoulés et cette histoire n'a jamais été clairement expliquée. Cette histoire-là n'a jamais connu un dénouement définitif. Et qui plus est, il y a 2 ou 3 ans, lors d'un reportage aux États-Unis, on a présenté pour la première fois à la télévision une photographie qui appartenait à un des neveux des frères England, parce que faut savoir que les frères England étaient d'excellents nageurs. Ils avaient grandi en Floride, et si quelqu'un avait la capacité de nager, de traverser la baie de San Francisco à la nage, en supposant qu'ils n'avaient pas déjà des contacts qui les attendaient par bateau quelque part dans la baie, mais s'ils l'ont fait à la nage, Frank Morris, un citadin, ça aurait été difficile pour lui de réussir à traverser. Mais les frères England étaient pratiquement des athlètes et d'excellents nageurs.
Or, il y a 2 ou 3 ans, un des neveux des frères Englund a présenté une photographie qui circulait dans la famille depuis un certain temps, qui lui avait été remis par un proche, un ami de la famille. Et cette photographie avait été prise dans les années 80, quelque part sur une ferme au Brésil. Et la photo montrait 2 hommes. Et selon ce que le neveu disait, les 2 hommes en question étaient Clarence et John Englund. Donc, ils ont si la réussi photo à a été s'échapper. prise dans les années 80, tu auras compris que c'est parce qu'ils avaient réussi l'évasion de 1962. Alors, on dira, oui, mais une photo, ça peut être truqué, une photo peut être n'importe quoi. Les hommes, évidemment, sur les photographies, ne présentaient plus les mêmes traits de visage que les hommes de 1960, si on se réfère à leurs photographies, les mugshots, les fameuses photos de prisonniers. Ouais. Mais pourtant, une analyse par les agents du FBI de cette fameuse photographie, ils n'ont pas pu déterminer de manière certaine que les 2 hommes apparaissant sur la photo étaient les frères Englund, mais ils ont dit il y a de fortes possibilités que les 2 hommes, à partir des images, des comparaisons de faciès, il y a de fortes possibilités que les 2 hommes sur la photo soient bel et bien John et Clarence Englund. Donc, les frères Englund auraient réussi à se Les frères s'évader. Englund auraient... L'autre, le corps retrouvé dans la baie, aurait pu être celui de Frank Morris. Mais c'est une histoire, encore une fois, dont on n'a pas de certitude, il n'y a pas un point final, mais qui entretient le mythe de la plus extraordinaire évasion du 20e siècle, l'évasion d'Alcatraz. Christian, prochain sujet, j'ai une question à te poser. Est-ce que les hallucinations collectives existent? Les hallucinations collectives est un mythe. Ça n'existe pas. Donc, ce phénomène où des gens vont tous halluciner et voir exactement la même chose, ça n'existe pas. Et je sais de ce dont tu veux me parler. Ben pourtant, mes ex ont toujours halluciné collectivement. Oui, c'est vrai. Ils voyaient tout le temps la même affaire. Oui, c'est ça. Ils me disaient que tu avais un gros pénis. Ils avaient halluciné. Ah ouais, tu leur as parlé. On parle d'une histoire qui remonte au 13 mars 1997. Oui, et pour les amateurs d'OVNI, c'est une date à marquer avec une pierre blanche, parce que c'est probablement l'un des événements OVNI les plus marquants de la fin du 20e siècle, et probablement l'un des événements OVNI où il y a eu le plus de témoins. Donc, je rappelle rapidement les faits. Nous sommes, comme tu l'as mentionné, là, en mars 1997, et voilà qu'il y a une série de lumières qui vont apparaître dans le ciel de Phoenix, en Arizona. Et on rapporte qu'il y aurait des milliers de personnes dans la ville qui ont vu, bien sûr, ces lumières. Il suffit de faire une recherche sur Google, par exemple, pour voir qu'il existe des dizaines de films qui montrent ce châtelet de lumière au-dessus de la ville. À cette époque, évidemment, c'est une observation devenue remarquable. À l'époque, les militaires avaient promptement réagi en disant « Ce que vous avez vu ce soir-là n'était que des parachutes flares ». Donc, des feux que l'on laisse tomber à partir des avions et qui ont des petits parachutes et qui vont décrire dans le ciel un arc lumineux, un peu comme ceux que l'on voit sur les images. Alors, c'était l'explication de l'armée, donc pas d'OVNI. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et moi, personnellement, je pense que les films que l'on voit, parce qu'il n'y a aucun doute que l'armée, ce soir-là, a procédé effectivement à des manœuvres militaires et qu'ils ont utilisé de ces fameuses fusées là avec des parachutes. Donc, moi, personnellement, je peux me tromper, là, je te donne une opinion personnelle, mais je crois que les lumières filmées au-dessus de Phoenix, en Arizona, ce soir du 13 mars 1997, étaient des parachutes flares, des fusées éclairantes utilisées par l'armée. Mais l'affaire est plus complexe que ça parce que ce même soir-là, des objets de forme triangulaire ont été observés ailleurs en Arizona. Donc, par un incroyable concours de circonstances, et ça c'est mon hypothèse, par un incroyable concours de circonstances, il y a eu ce soir-là deux événements séparés. L'apparition, la manifestation d'un objet volant non identifié, observé par des milliers de gens au sol, et par un concours de circonstances le même soir, les autorités militaires ont procédé à des manœuvres en utilisant des fusées éclairantes et éventuellement les deux événements se sont superposés et confondus les uns avec les autres. Cela étant dit, on savait que ce soir-là, il y avait quelque chose d'assez particulier. Un pilote civil, en approche de l'aéroport de Phoenix, a observé les lumières et il disait que ces lumières-là s'approchaient de lui. L'homme en question, dont on ne connaissait pas l'identité, était un pilote civil, il était accompagné de son fils,
Il a contacté la tour de contrôle. Il les observait, dit-il, à peu près à la même hauteur que lui se trouvait. Il avait l'impression que les lumières se dirigeaient vers lui. Et la tour de contrôle de dire, nous n'avons rien sur nos écrans radars qui soit mystérieux ou inexplicable. Alors à ce moment-là, le pilote a passé outre et puis finalement s'est posé à l'aéroport de Phoenix. On a le témoignage de ce pilote. Donc, je sais pas si tu nous l'as préparé, tu es prêt sur le bouton. Tout est prêt. On va faire entendre un peu sa description et ensuite je vais vous révéler, et là, tenez-vous bien, l'identité du dit pilote en question. Est-ce qu'on donne un indice? Disons qu'il a déjà donné un coup de pied dans la jambe d'Elvis Presley dans un film de 1962. We're flying in. I was flying him to go see his girlfriend, and we were on approach, and I saw 6 lights over the airport in absolute uniform in a V shape, and Oliver said to me, I was just looking at him, and I was coming in. We're maybe a half a mile out, and Oliver said, "Pa, what are those lights?" And I then it kind of like came out of my reverie, and I said, "I don't know what they are." I said, he said, "Are we okay here?" And I said, "Yeah, I'm gonna call him," and I reported it. And they said, "We're not painting anything. We don't show anything." I said, "Well, okay, I'm going to declare it's unidentified, it's flying, and it's 6 objects." Mm-hmm. We landed. I taxied, dropped him off, took off, went back to L.A. On parle d'un acteur extrêmement connu des années 70, 80, 90, là. Absolument. Et qui a commencé sa carrière, comme je te dis, très jeune. Pour ceux qui ont été des fans des films d'Elvis Presley, dans un film de 1962 qui s'appelle Blonde, brune et rousse. Ouais. Elvis, ça se passe sur une foire, et Elvis rencontre un petit garçon, puis il lui dit, je te donne $1 si tu me donnes un coup de pied dans le tibia, parce qu'Elvis veut retourner un peu à l'infirmerie où il est tombé un peu, il y a eu un coup de cœur pour une infirmière, et le gamin prend le dollar et donne un coup de pied à Elvis. Ce gamin, c'est notre acteur d'aujourd'hui. C'est nul autre que Kurt Russell. Kurt Russell, puis il y a des gens qui l'ont trouvé en passant sur le live. Ouais. Donc c'est ça. Donc Kurt Russell était ce fameux pilote dont l'identité avait été gardée secrète jusqu'à maintenant et qui a confirmé il y a quelques jours à peine lors d'une entrevue que c'était lui le fameux pilote qui avait rapporté les fameuses lumières de Phoenix. Donc il avait une position très privilégiée depuis son avion puisqu'il pouvait voir les lumières à la même hauteur que lui, et il dit bien ce sont des lumières qui se dirigeaient vers mon appareil. Évidemment, Kurt Russell se garde bien de dire ce sont des engins extraterrestres. Oui, effectivement. Il dit bien, ce sont des engins, c'était 6 objets volants non identifiés. Donc, on ne peut pas savoir exactement de quoi il s'agissait, mais on sait maintenant le nom de ce fameux pilote qui vient s'ajouter à la liste des milliers de gens qui, ce soir du 13 mars 1997, ont vu ces mystérieuses lumières de Phoenix. Mais c'est-tu ce que je trouve plate, Christian? Puis, tu sais, en même temps, on le comprend tous pourquoi ça arrive, là, mais quand il y a des gens qui ont des positions officielles comme pilote d'avion, astronaute, puis qui ont observé des trucs qui sont pas capables de s'expliquer, ils attendent toujours à la fin de leur carrière, souvent c'est 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, pour essayer d'expliquer ce qu'ils ont vu ce soir-là. Ouais, tu comprends que c'est vrai que les phénomènes paranormaux n'ont pas bonne presse. Hein? C'est-à-dire que il y a un acteur, un homme politique, un scientifique, raconter publiquement qu'il a observé un phénomène de type paranormal, un ovni ou encore un fantôme ou des trucs comme ça. C'est pas très très bon pour ta crédibilité. Donc on comprend que ces gens-là se sont bien gardés d'en parler trop ouvertement. Il y a des politiciens aussi qui ont vu des présidents américains qui ont vu des ovnis. Hein. Jimmy Carter a lui-même rapporté un ovni. Il a même rempli une déclaration officielle auprès d'un organisme d'enquête sur les ovnis. À l'époque, on parle de la fin des années 60. Il était gouverneur de Georgie ou était en campagne pour devenir gouverneur de Georgie. Il sortait du Lion Club et lui et ses collègues ont observé cette lumière qui allait et venait dans le ciel. Et là, bien évidemment, des gens ont dit c'était peut-être la planète Vénus, mais il faut se rappeler que Jimmy Carter était un ancien Marine. Ouais. Il avait appris à se guider par les étoiles dans le ciel durant son entraînement militaire.
Et je crois pas que Jimmy Carter aurait confondu la planète Vénus avec un ovni, là. Oui, puis c'est important de rappeler à chaque fois que ovni, ça veut pas nécessairement dire extraterrestre, là. Non. Objet volant non identifié. D'ailleurs, ce qui est intéressant qu'on mentionne bien ça, il y a récemment, un spécialiste de l'histoire de la CIA, donc un historien de la CIA, qui a été mandaté par l'organisme pour faire une étude, en fait, de fouiller dans les dossiers de la CIA tout ce qui relevait des ovnis. Et il a publié une petite monographie dans laquelle il explique que dans les années 50, 60 et 70, le véritable problème des services de renseignement et de l'armée de l'air américaine, ce n'était pas la crainte d'une invasion extraterrestre. Leur crainte était celle de la Russie. C'était la guerre froide. Ouais. Et à cette époque, ce qu'il raconte, c'est que la CIA, dans une sorte de consortium avec la compagnie Lockheed et le ministère de la Défense, ils ont développé des avions espions. On pense à l'avion U-2, après ça a été remplacé par le SR-71 Blackbird. Plus récemment, on se rappelle les formes aéronautiques tout à fait extraordinaires, les lignes aérodynamiques plutôt des avions comme le F-117A Stealth Fighter ou le bombardier B-2, des avions jouissant de la technologie dite de l'invisibilité, là, les fameux avions furtifs invisibles. Donc, ce que ce type-là raconte, c'est que dans les années 50, 60 et 70, de très nombreuses observations d'ovnis rapportées par les civils étaient en fait des avions espions. Les gens les voyaient, ces avions-là, et les rapportaient aux autorités, et les autorités préféraient faire croire à un phénomène inexpliqué, peut-être même aux extraterrestres, plutôt que d'admettre publiquement ce que vous avez vu étaient nos avions secrets. Donc, on le comprend pour des raisons de sécurité nationale, on préférait taire la création ou l'utilisation de ces avions secrets. Et nous laisser croire à des choses un peu exotiques. Donc, c'est de bien de le mentionner. Ces gens-là ont bel et bien vu, à l'époque, on parle des années 60, 70, ces gens-là rapportaient bel et bien des ovnis, des objets volants non identifiés. Voilà. L'histoire montre bien aujourd'hui que ces ovnis étaient en réalité des avions secrets. Ça veut pas dire, là, et là, je fais quand même une précision, je ne dis pas que les lumières de Phoenix étaient des avions secrets, puis que toutes les observations d'OVNI sont des avions secrets. Mais je dis bien que, comme tu l'as bien mentionné, un objet volant non identifié, c'est quelque chose qui vole dont on ne connaît pas la nature ou l'origine. Oui, la ligne. J'ai eu cette réflexion-là. L'autre jour, j'écoutais Gérard Deltel. Gérard Deltel, que tu dois connaître, c'est un homme politique de Québec. C'est un gars qui était pour l'ADQ. Par la suite, il était pour la Coalition Avenir Québec. Maintenant, il est député conservateur. Puis lui, il parlait du premier passage du Zeppelin allemand à Québec. OK. Qui est passé dans le ciel de Québec. Pour les gens qui avaient jamais vu de Zeppelin, là, c'est parce que dans le temps, tu voyais pas ça. Puis là, tu vois ça passer dans le ciel. Tu dois-tu te poser des questions, savoir c'est quoi? Ouais. Les moyens de communication dans ce temps-là, là, lorsque le Zeppelin est passé, il était assez minime, là. Fait qu'imagine-toi les gens qui ont sorti des légendes par rapport à cette bidule-là qui flottait dans les airs. C'est un Zeppelin. Allez voir les images. C'est extrêmement impressionnant, là. Ouais, en fait, quand il parlait du Zeppelin, il faut préciser, c'était pas le Zeppelin, parce que le Zeppelin, c'était le ballon allemand. Les Britanniques, dans la foulée du développement des ballons allemands, les Britanniques en ont développé. Et le ballon qui est venu au Québec était le R-100, l'un des ballons britanniques. OK, je pensais que c'était un Allemand, excuse-moi. Mais qui est le même modèle. C'est un gigantesque dirigeable. C'était dans la foulée de ces plus légers que l'air qu'on appelait. Et le R-100, comme le Zeppelin, écoute, c'est gros, là, pour donner un peu une idée aux gens qui nous écoutent ce soir, là. C'est gros comme un paquebot, là. Oui, c'est gros. Imaginez-vous le Titanic flottant, là. C'était gros comme ça. Ça devait être impressionnant à voir. Tu relevais les yeux et tu voyais ce truc-là, c'était gros comme un bateau de croisière, là. Et ça flottait dans l'air. Et Midji me dit que ça a l'air d'un gros dildo flottant. Ah, j'ai dit ça hors d'onde. J'ai tellement pas dit ça. Il y a peut-être quelque chose ici de freudien dans cette réflexion. Ouais, ben ça vient de Yann, hein? Ah, OK. Donc, oui, c'est vrai que c'était gigantesque. Et évidemment, quand des trucs comme ça devaient passer au-dessus de régions dont on ne connaissait pas l'existence, ou on n'en avait jamais vu, ben évidemment, ça devait soulever toutes sortes de questionnements et éventuellement donner naissance à des récits d'apparitions mystérieuses. Effectivement. Hey, prochain sujet, on parle de Dracula. Ouais, ben là, c'est une petite nouvelle un peu amusante. Dans mes voyages, je suis allé on situe tout de suite le téléspectateur, l'auditeur. On se trouve en Roumanie. On parle ici de Dracula.
Donc, pour ceux qui l'ignorent, Dracula est inspiré d'un véritable personnage, un personnage tyrannique du 15e siècle qui s'appelait, il est passé à l'histoire sous le nom de Vlad l'Empaleur, oui. Vlad Tepes. Donc, ce personnage, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que moi, quand j'y suis allé, c'était peu de temps après l'ouverture de la Roumanie sur le monde occidental. Et les Roumains étaient un peu surpris de voir que leur héros national, parce qu'il faut savoir qu'en Roumanie, en particulier dans les Carpates, le Vlad Tepes, le Vlad l'Empaleur, est un peu un héros national. Parce que même s'il était d'une grande cruauté, il a quand même sauvé le pays contre l'invasion des Ottomans. Des Turcs ottomans. Et qu'est-ce qui lui a valu? C'est ce qui a d'ailleurs valu cette réputation de l'empaleur. Pour situer un peu, on se trouve là durant cette guerre qui oppose les Turcs ottomans veulent conquérir l'Europe et pour ce faire, ils doivent passer par la Roumanie, pays qui est gouverné par le prince Vlad. Et à un moment donné, donc, durant les stratégies militaires, on entend parler que les Turcs vont attaquer sur le front Est. Vlad fait monter toutes ses armées vers le front Est pour protéger le pays et à la dernière minute, il apprend que les Turcs vont envahir par le front Ouest. Alors, il demande à ses conseillers militaires, que peut-il faire? Est-ce qu'on peut déplacer les troupes? On lui dit qu'il est trop tard et Vlad va dire, OK, combien avons-nous de prisonniers turcs dans nos cellules? 10 000, sire. Alors, empalez-les. Il a fait empaler les 10 000 prisonniers. Il a empalé, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est on entre un pieu par le rectum, puis on le fait sortir par la bouche. Et on a empalé 10 000 prisonniers qu'on a répartis. On a fait une véritable forêt sur le front ouest. Et quand les Turcs ottomans sont arrivés sur la plaine et ont vu cette forêt d'empalés, ben ils ont rebroussé chemin. Ça va, Émile, t'es toujours avec nous autres? Oui, je trouve ça dégueulasse, là, mais... Et tu comprends que cette manœuvre militaire d'une cruauté, là, c'est barbare. Cruauté, mais ça l'a sauvé le pays. Sinon, aujourd'hui, les Carpates, la Roumanie, serait musulmane. Donc, ça l'a sauvé le pays. Donc, pour les Roumains et les gens de cette région-là, pour eux, la Transylvanie, ben évidemment, Vlad est un héros national. Et d'apprendre que nous, en Occident, on l'avait un peu diabolisé, on en avait fait un personnage de vampire, c'est un peu particulier. Tout ça pour dire que dans cette région des Carpates, il y a encore des ruines qui sont d'anciens châteaux de Vlad. Et chaque année, bien sûr, des amateurs de sensations fortes se rendent dans le pays pour visiter ces ruines. Les deux principales sont le château en ruine à Târgoviște et une autre qui est une sorte de citadelle au sommet d'un pic rocheux qui s'appelle la forteresse de Poinéry. Et pour y arriver, il faut monter, écoute, il y a comme 1500 marches pour te rendre jusqu'à la forteresse. Et moi, j'y étais avec un caméraman. Puis à l'époque, écoute, tu te rappelles les caméras, les grosses caméras Betacam, oui, avec les énormes trépieds. On montait 5 marches, on s'arrêtait 10 minutes. On montait 5 marches, on s'arrêtait 10 minutes. C'était épouvantable, il faisait une chaleur torride. Donc, ce château, cette forteresse de Poinéry est un haut lieu de tourisme. Et là, voilà que le gouvernement en a interdit l'accès pour les prochaines semaines. Non pas à cause des vampires, non pas à cause des 1500 marches, mais à cause des ours. Il y a en fait une famille d'ours qui ont élu domicile aux côtés du château. Et là, ben évidemment, les gens qui vont visiter le château se sont fait à quelques reprises poursuivre par les ours. Et si tu te fais courir par un ours, cours vite parce que ça court en tabarnouche. Fait que là, éventuellement, pour éviter évidemment un accident, les autorités ont interdit l'accès au château de Poinéry. Il y a des agents de la faune qui, au cours des prochains jours, sinon des prochaines semaines, vont essayer de capturer. En fait, on parle ici d'une mère ours et de ses 3 petits oursons. Donc, les autorités espèrent pouvoir capturer les ours et les déménager. Et à partir de là, les gens pourront retrouver le plaisir de visiter les ruines du château de Poinéry. Christian, je fais appel à ta mémoire éléphantesque. On m'a toujours dit que l'acteur le plus en vue qui a interprété les Vlad l'Empaleur là, au cinéma... Ouais. Dracula ou Vlad l'Empaleur? Ah, je pense que c'était Dracula. Excuse-moi. Okay. C'est Dracula. On me disait qu'il a comme viré un peu sur le top avec Dracula, là. Ouais, en fait, c'était Bela Lugosi. Oui. Et Bela Lugosi, là, il a été le premier. En fait, il a été le premier à l'incarner. On parle au cinéma muet du personnage de Dracula, tu sais, basé sur le roman de Bram Stoker, hein, parce qu'on est quand même assez éloigné. Donc, Bram Stoker écrit son roman de Dracula, qui est publié, si ma mémoire est bonne, en 1898. Et donc, ce roman va connaître un immense succès.
évidemment, Bram Stoker ayant visité la Roumanie, s'était inspiré de plusieurs légendes locales pour créer son personnage. Donc, c'est Bela Lugosi qui va incarner pour la première fois, le personnage de Dracula au cinéma. C'était assez amusant parce qu'avant ça, il y avait eu un film qui s'appelait Nosferatus. Et Nosferatus, en fait, c'était l'adaptation pratiquement mot à mot du roman de Bram Stoker, mais comme on avait changé le nom et on avait changé un peu l'histoire, on n'a pas eu besoin de payer des droits d'auteur à Bram Stoker. Tu comprends, c'était un peu un truc de coulisses. Mais la première vraie adaptation du roman de Bram Stoker officielle va se produire et quelques années après, c'est ce Bela Lugosi qui va l'interpréter. Et c'est vrai que Bela Lugosi va rester toute sa vie un peu comme imprimé par ce personnage de Dracula. C'est un peu ce qui a valu sa célébrité et il va la traîner toute sa vie avec lui. Il s'est même fait enterrer, je pense, il s'est fait enterrer avec sa cape, c'est ça? Avec son costume de Dracula, ouais. Okay. D'ailleurs, soulignons-le, parlant de personnages qui ont été marqués par leur incarnation au cinéma, à la télévision, on a appris cette semaine le décès de Adam West, qui a incarné Batman pendant des années à la télévision dans les années 60, qui était le vrai Batman, je te dirais. C'était lui le vrai Batman, tu sais. Fait que c'est ça, donc Adam West. Adam West, d'ailleurs, que j'avais rencontré par hasard à Paris, place Saint-Michel. J'étais tombé par hasard sur Adam West. On avait jasé quelques minutes ensemble. Personnage très sympathique. Tu l'avais reconnu? Oui, absolument. Écoute, il avait pas vraiment changé, là. En le voyant, je lui ai dit, vous êtes Adam West? Il dit oui. Et là, je l'ai félicité. En fait, je l'ai remercié pour ces années qu'il nous avait données quand on était gamin. Comment ça nous a fait rêver, en fait, ce Batman, la Batmobile, la Batcave et tout le reste. Ah, c'était incroyable. Puis la traduction française, nous, on avait la traduction française, elle était aussi incroyable. Oui, il y avait des réflexions qui étaient, il y avait quand même quelques réflexions qui étaient pour adultes. Oui. Hein, je me rappelle quelques-unes. À un moment donné, Batman qui monte dans une échelle et juste devant lui, au-dessus de lui, il y a une femme qui grimpe, qui est la première de l'échelle, et elle a une jupe. Et Robin de lui dire « Je comprends maintenant, Batman, pourquoi vous passez toujours le premier. » Okay. Mais quand il grimpait sur les édifices, tu t'en rappelles, hein, il mettait la caméra de côté pour nous faire à croire qu'il était sur le mur, en train de monter, puis tu voyais clairement les gens qui sortaient de leur appartement. En fait, c'était des gens qui étaient debout tout simplement, puis qui se faisaient juste se sortir la tête pendant que les autres faisaient semblant de marcher. Là. Et tu sais, Yannick, ce qui était fascinant dans cette série de Batman, c'est ça a tellement révolutionné cette idée de la télévision des années 60. Tout était kitsch là-dedans. Lorenzo Junior avait décidé que les méchants, on les verrait toujours sur des plans incantés. C'est eux autres les croches. Donc, le plan était toujours incanté. Ah ouais. Il y avait toutes sortes de trucs un peu comme ça. Et à un moment donné, ça avait connu un tel engouement que des comédiens, des personnalités de l'époque demandaient au réseau, demandaient aux producteurs de faire des apparitions. Fait que c'est comme ça, par exemple, à un moment donné, Batman et Robin grimpent sur le mur, une fenêtre s'ouvre, et c'est Jerry Lewis qui sort, puis dit « Oh, ça, c'est Batman et Robin! » Donc, des personnalités demandaient à faire des apparitions, des caméos dans Batman, parce que c'était la série de la fin des années 60. Ah ouais, puis je sais pas si t'as regardé la télé en fin de semaine, mais sur les ondes d'LCN, là, le recherchiste s'est trompé. Au lieu de prendre le Adam West, parce que c'est lui qui est décédé, ils ont repris le masque de Michael Keaton. OK. Mais je veux dire, c'est d'une évidence là que c'est pas lui, là. Non, absolument pas, là. Mais c'est les gens qui étaient peut-être nés qui sont nés après les années 60, parce que impossible. Et d'ailleurs, tu sais, à propos de Batman et Robin, tu sais que si on reste dans le même, et je vais finir là-dessus, je vais pas occuper trop de temps, mais tu sais qu'il y a 2 ans, on a vendu la Batmobile. Ah oui? Ah oui. La Batmobile, qui est la voiture la plus célèbre de l'histoire du cinéma, a été vendue 4 500 000 $. Elle appartenait à George Barris, qui était un créateur de voitures pour le cinéma. Donc, on la vend 4 500 000 $. Cette voiture-là, en réalité, peu de gens savent que cette voiture-là, en réalité, est une adaptation d'un véhicule qui a bel et bien existé. Hein. Ça n'a pas été créé de toutes pièces. À la fin des années 50, la compagnie Ford avait développé un concept car, donc un véhicule de concept, qui n'a jamais été commercialisé. C'est simplement un véhicule fabuleux qui faisait le tour un peu des foires automobiles. Et cette voiture-là s'appelait la Ford Futura.
et qui était à peu près, qui avait exactement les mêmes lignes qu'à peu près que la Batmobile. Il n'y a pas grand-chose à changer, là. Et cette Ford Futura, donc, elle a fait le tour un peu des foires automobiles. Ouais. Et puis, après un certain nombre d'années, ben, elle a été abandonnée dans ce qu'on pourrait pratiquement appeler une cour à scrap. Ah oui. Et c'est là que George Barris la découvre en 1964. Elle est tout rouillée, les vitres sont brisées, les feux, les phares sont abîmés, mais il l'achète. Et d'après toi, il l'a acheté combien, George Barris? 500 $? $1. $1? Il a acheté $1. Ça a coûté à peu près 10 000 $ pour la retaper et en faire la Batmobile. Et il le vend, le même George Barris l'a vendu 4 500 000. Ah, puis même avec la mort d'Adam West, j'imagine que le véhicule a encore pris le plus de... Sûrement de la valeur, tiens. On reconnaît le passionné de véhicule en toi. Dommage, j'avais pas le 4 500 000 pour l'acheter. Hey, Christian Page, j'étais la dernière de la saison dans Marceau le soir. Oui. Par contre, cet été, je pense que je vais faire appel à tes services. J'ai quelques remplacements là durant l'été, puis je peux pas me passer de toi, tu le sais. Ouais, ben ça va me faire plaisir, Yannick. Christian, on invite les gens sur ton site web, christianpage.ca, puis lorsque tu auras ton livre qui va sortir en automne, là. Oui, les théories du complot. Théorie du complot. On s'en parle. Tu vas te faire haïr par les théoriciens du complot. Je sais, mais on va s'en reparler. Tu vas venir dans le studio sous escorte. OK, ça marche. Salut, Christian. OK, bonne soirée. christianpage.ca, l'enquêteur du paranormal. Toujours un plaisir de l'avoir dans Marceau soir, puis vous allez l'entendre là, durant nos remplacements cet été de jour. Je vais faire appel à ses services, bien entendu. Courte